الزول في الأول الزول في الأخوت أول نتمثل داك الأربعة تمثلت يستيفير في مرتق بايليث إلا قد صوب وتفا نيجن مرتق بايليث. Mesdames, Messieurs, honorable assistance, Messieurs les conférenciers, Azul. Aujourd'hui, 10 décembre, qui coïncide avec la Journée internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes réunis sous l'égide de la Ligue kabyle des droits de l'homme, que nous avons créée depuis moins d'1 an, sur les cendres de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a été tout bonnement dissoute par un régime des plus abjects, qui est le régime algérien. Nous allons écouter nos conférenciers aborder les condamnations du procès politique de l'Arban al-Thirathni, qui s'est soldé par des condamnations honteuses, condamnations à mort, ainsi, dans certains par contumace qui sont ici présents parmi nous, ainsi que des condamnations à la prison ferme de 20 ans, 10 ans et 3 ans. Au-delà de ce dossier monté à la hâte, bâclé, afin de condamner les citoyens dont certains n'étaient même pas sur les lieux du crime, ils étaient plutôt occupés à venir en aide aux victimes des feux criminels de l'été 2021, qui a fait plus, on omet de le dire, plus de 400 Kabyles brûlés vifs cet été-là. Nos conférenciers tâcheront de répondre à un certain nombre de questions. Parmi elles, sommes-nous devant ce qu'on peut appeler un procès politique? Les règles de droit ont-elles été respectées? Que cachent ces condamnations à l'emporte-pièce? A-t-on fait la lumière sur les véritables circonstances de la liquidation physique d'un individu? Les coupables étaient-ils d'avance, désignés par avance par la justice algérienne aux ordres? Autant de zones d'ombre que nos conférenciers tâcheront d'éclaircir. Je tiens à saluer donc la présence de Maître Saleh Debbouze, qui est avocat des droits de l'homme, Maître Azman Bselem, avocat et membre de la Ligue kabyle des droits de l'homme, Mess Rabah, sociologue et politologue, ainsi que Mess Hafir, qui est journaliste, ancien journaliste de Zaire TV. Ah, il en faut. Je vais vous demander, moi, le Chorélif, Trirat Sousmir, une minute de silence va être observée, s'il vous plaît, à la mémoire de toutes les victimes de la barbarie d'un pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, des plus abjects sur la planète. Tenmir. Tenmir, c'est bon. Je cède la parole et Mas Hafir. Azul Flaouen, merci d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire Jamal Ben Ismail, que vous connaissez tous, qui a eu lieu. Donc c'est un assassinat qui a eu lieu en Kabylie en 2021 suite aux incendies de forêt ayant ravagé la Kabylie. Donc nous avons avec nous Maître Athman Bselem, Maître Salah Debbouze et Mess Rabah Orahmoun, à qui je cède la parole tout de suite pour qu'il nous fasse un petit résumé, un petit récap sociopolitique de la situation depuis l'opération Zéro Kabyle jusqu'à l'affaire de Jamal Ben Ismail et la condamnation de plusieurs Kabyles à perpétuité à un mot. Bienvenue à tous. Donc le travail reposera surtout sur les épaules des deux avocats. Donc moi, me concernant,
c'est un regard que je porterai sur l'évolution du système sociopolitique algérien vers des pratiques génocidaires, vers la situation que vit aujourd'hui le peuple kabyle, et donc vers l'affaire de Laval qui n'est qu'une étape de plus franchie par le régime dans l'horreur, la haine et la cruauté. C'est depuis la factice indépendance qu'il y a un système militaro-rentier, clanique, et une gouvernance pathologique en Algérie, et où la politique ne signifie rien d'autre que la prise de pouvoir avec les privilèges qui lui sont attachés. L'affaire de Laval met en évidence une dérive totalitaire du pouvoir qui développe une culture de la violence des plus barbares et qui s'apparente à une politique d'épuration ethnique, tout simplement. Organisée à partir notamment de l'opération Zéro Kabyle du 20 août 2019. Je rappelle que c'est la date anniversaire du congrès de la Soumam aussi. Alors, on ne peut pas parler de la Kabylie uniquement. Je lance un rappel quand même de l'agression portée par le pouvoir algérien contre le Mzab il y a quelques années. Donc tout se mêle et s'entrechoque. La condamnation de Mouzabit, il me semble, l'assassinat de Jamal Fahad. Donc tout ça, ne l'oublions pas non plus. L'affaire de Laval Nasiratan nous renvoie également à nous-mêmes, à notre histoire, à notre vision du monde, de la politique. Elle nous renvoie à notre vie en société, mais elle nous renvoie aussi à notre légendaire naïveté. Nous ayons été naïfs et nous-mêmes, nous avons continué à être naïfs, à suivre bêtement une politique, une manipulation tracée depuis l'indépendance et peut-être avant jusqu'à maintenant. En ce sens, il faudrait donc que nous fassions notre autocritique, car le destin de la Kabylie n'est pas la repentance. Au plan constitutionnel, l'Algérie est déclarée terre arabe. Donc l'autochtone, la Mazir, est dépossédé de sa terre. L'ancestralité est remplacée par une entité étrangère, arabe et islamique. Dans ce schéma-là, le Kabyle, mais pas que, hein, on parlera normalement de toute la majorité, mais là nous parlerons de la Kabylie. Donc le Kabyle devient un avatar d'un esprit mécréant qu'il convient absolument de faire taire. Et je vais citer un sénateur algérien, donc je rajoute, qui a dit « C'est une tumeur cancéreuse dans le corps social de l'Algérie qu'il convient d'extirper ». Je crois que nous avons là une phrase qui résume un peu tout, la pathologie du régime et la volonté d'anéantissement d'un peuple. L'assassinat politique et physique du Kabyle, en fait, n'est pas récent. On peut déjà remonter au mémorandum de 1948, déposé par les courants religieux messalistes aux Nations Unies, qui a exclu totalement la mazérité, et a fortiori la kabylité. On peut parler de l'assassinat des leaders nationalistes kabyles suite à la crise dite berbériste de 1949. On peut parler de l'élimination physique des leaders du mouvement national, donc la guerre contre la colonisation, la Rabbin
Kérim, Amirouche, et bien d'autres. On ne peut pas non plus oublier la guerre de 1963 à 65 du pouvoir d'Alger contre la Kabylie, dite guerre du FFS. On peut en parler dans les débats et donner quand même des éléments autres. Et donc, tous les crimes et les actions et les exactions commises de 65 jusqu'à 2001. On arrive donc au printemps noir de 2001, où un fleuve de sang de Kabylie a coulé. Un massacre de masse par un pouvoir qui a fait de la terreur et du meurtre la branche forte de sa gouvernance. Cet acte guerrier, parce que c'est un acte de guerre contre la Kabylie, on peut dire non, c'est un acte de guerre, je le juge en tant que tel, personnellement, a induit une irréparable déchirure dans les croyances. On est un pays multiculturel, hérité de la naïveté de nos aînés, qui pensaient que ce pays était le leur, ou du moins qu'il en faisait partie. Quelle déception! De là donc naîtra la question kabyle. Donc il y aura l'idée d'autonomie et celle d'autodétermination. Quand la question de l'identité se pose, cela veut dire qu'il y a un besoin de faire valoir ses droits propres face à une puissance hégémonique et de surcroît lorsque cette puissance-là impose sa culture comme vérité. Et à travers l'histoire, nous pouvons voir que ceci est souvent source de massacres, d'épuration ethnique et de drames de toutes sortes. Puis, la manifestation grandissante de la question kabyle au niveau international surtout, va donner lieu à une recomposition de l'idéologie officielle et à une représentation identitaire qui sera fondée sur la soumission absolue à l'entité arabe et islamique. Le reste sera balayé. Dès lors, le système politique algérien ne fonctionnera plus que sur la base de cette soumission, tout en développant sa politique de violence barbare. Et quand il y a l'idéologisation accrue de la vie en société, elle participe d'une représentation sociale de la violence à tous les niveaux. Et on l'a vu en Algérie, jusqu'à même ailleurs du reste, jusqu'à une vision de Dieu, de la religion, qui est basée essentiellement sur la punition. Donc tout ce qui est spiritualité, liberté de conscience, tout ça est balayé. On a une vision monolithique qui sera réfractaire à toute différence, aussi minime soit-il, à tout ce qui ne rentre pas dans le moule idéologique du pouvoir. Et donc, la réflexion sera écartée, l'idée et la parole seront fustigées. On a une image du réel qui favorise une paranoïa collective. Un déclenchement donc de peur et de haine de tout ce qui ne rentre pas dans ce moule. Et me concernant, moi je situe à l'intérieur de ce schéma la confrontation Kabylie-Algérie, Kabilité-Arabité. Et c'est dans ce schéma que s'inscrivent les exactions à l'encontre du peuple kabyle, allant
de l'assassinat de l'ancêtre au meurtre de l'enfant. Je m'explique. Donc on est passé d'un ethnocide programmé, planifié, tout simplement à une politique génocidaire. Donc aujourd'hui, on tue le vivant. Donc le régime, à partir de là, il a calciné la Kabylie, il a calciné ses enfants, sa faune et sa flore. Il a décimé son cheptel, il a semé la désolation sur ces terres par une action militaire organisée, scientifiquement organisée, avec des drones, des hélicoptères, des avions, des capsules de phosphore blanc et d'utilisation de laser. De plus, l'Algérie n'a pas de Canadair, elle a refusé l'aide étrangère, elle a laissé des populations s'attaquer avec les mains nues au brasier qu'il avait allumé. Par ailleurs, c'était la période où le Covid sévissait. Donc avec la fumée, il n'y avait pas suffisamment de médicaments, ni, comment on appelle ça, des objets là pour aider la respiration. Le régime a refusé les médicaments envoyés par la diaspora. Donc il y a incontestablement l'intention de tuer. Il y a incontestablement un crime d'État contre l'humanité. En fait, quand on parle du système algérien, ce n'est pas une simple dictature comme on en voit un peu partout dans le monde aujourd'hui. Au-delà, il y a la haine et la cruauté. De ce récit, je vais tirer quand même 2 points qui m'interrogent. Alors, premièrement, je parle du silence, de l'indifférence, voire de la complicité de la grande majorité des Algériens. Et principalement, je parlerai de l'élite, d'une grosse partie de l'élite arabophone. Devant donc cette tragédie qu'a vécu et que vit la Kabylie. En fait, on n'a pas entendu beaucoup de voix. Mais bien évidemment, il y a eu des éléments du Chaoui, du pays Chaoui, du Mzab, effectivement, qui ont été aux côtés de la Kabylie, mais on n'en a pas vu beaucoup non plus. Voilà, donc on n'a pas vu beaucoup de voix s'élever contre le génocide. Par contre, on entend crier à haute voix par des élites arabophones, on peut en citer quelques-uns par la suite, l'interdiction du terme kabyle. Aujourd'hui, se dire kabyle est qualifié de délit et il est même passible de prison. Alors on peut s'interroger sur ce point-là. Qu'est-ce qui dérange à ce point le système? Et cette élite, cette partie de l'élite arabophone, pour tolérer l'inadmissible génocide. Je parlerai d'abord de la référence à une histoire importée, étrangère importée, nationalisée, à un esprit complètement tourné vers un sentiment d'appartenance à l'arabité et à l'islamité, un esprit tourné vers l'Orient arabe. L'identité et une pensée, un système symbolique importé, parfois fabriqué et imposé, et qui sont inscrits dans la loi fondamentale de l'Algérie. Alors, tout ceci renvoie en fait à un suicide identitaire, faisant de ce peuple qui se veut arabe, s'il se veut arabe, il faut le qualifier d'arabe. Tout simplement, on n'a pas à dire c'est des berbères arabisés, ceux qui ne veulent pas. Donc, à ce peuple qui se veut arabe,
une image de déshérence culturelle et de déchéance identitaire. À ce niveau-là, la mémoire apparaît comme l'objet essentiel du champ historique et comme fondement de l'identité. Et c'est en ce sens-là que le régime s'acharne absolument à effacer cette mémoire, ce que nous retrouvons d'ailleurs dans l'affaire de l'Arvan Tielef. Donc, une réactivité que l'on constate à chaque parole prononcée, à chaque mot écrit, une réactivité qui se conjugue dans une énorme frustration avec la violence et la haine de l'incapacité. Et de là, tout est permis. Le meurtre, je cite, l'assassinat, le massacre de masse, la calcination, l'embastillement, la terreur, l'encerclement militaire, l'appauvrissement économique, l'interdiction de toute expression libre, l'exil forcé, le dépeuplement, le remplacement de population et, que cerise sur le gâteau, inculpation de victimes, condamnation à mort d'innocents. Et malgré tout, on voit que tout ceci n'assouvit pas cette volonté d'effacer définitivement toute la miséricorde, spécialement la Kabylie. Vous voyez qu'on a continué à brûler la Kabylie, et je pense qu'il y aura d'autres actions aussi dramatiques par la suite. Deuxième point qui m'interroge, parce que un phénomène nouveau, celle du peuple kabyle, qu'on ne peut pas nier, c'est l'altération de la valeur de protection et de comment dire, solidarité, l'ANEA. On appelle l'ANEA peut-être. En effet, une frange, elle est minime mais très active de l'élite politique intellectuelle, s'acharne à s'attacher à cette nation fantôme qui pourtant les dévore. Et ils jettent dans les méandres de l'indifférence les valeurs de la Kabylie. Alors ceci, soit par lâcheté, partie, soit par soumission volontaire, en prendre la Boétie, soit surtout par attrait du pouvoir et de la matérialité. La catégorie la plus avancée de cette frange, elle, crée un discours de conditionnement collectif qui entretient une apologie de la légèreté des opinions des autres. Il y a elle, il y a qu'elle qui possède la vérité qu'on doit écouter. Et à mon sens, donc, elle participe de l'ancrage de la vision politique intégriste du système. Et on ne peut pas dire que c'est par inconscience, par erreur d'analyse, par naïveté, non. Parce qu'il y a eu énormément de tentatives de défense des droits de l'homme, des droits fondamentaux de la dignité humaine, mais qui toutes ont échoué et continuent d'échouer par la réalité des choix idéologiques et constitutionnels déclarés inaliénables. Nous sommes arabes et islamiques, on ne veut pas sortir de ce cadre-là. On en arrive donc à l'affaire de l'Arvan Tielef, qui n'est en fait qu'une affaire dans l'affaire, comme aurait dit un certain ministre français, organisée et exécutée de bout en bout par les services algériens. Moi, je vois des objectifs essentiels à cela. Donc, premièrement, vouloir cacher le crime étatique contre l'humanité, ce qui est ridicule puisque
tout a été filmé, des vidéos sont déposées auprès d'organismes internationaux, auprès de chancelleries des autres pays. Deuxièmement, ah oui, d'ailleurs à ce point, sur ce plan, on peut, parce que tout est connu, on peut déplorer le silence assourdissant de la communauté internationale sur ce qui se passe en Algérie en général et en Kabylie en particulier. On n'a pas vu les émissaires de l'ONU dire énormément de choses sur les crimes commis. Deuxièmement, donc, cette action visait à attiser la haine du Kabyle, à provoquer une guerre civile des Algériens contre la Kabylie, permettre à l'armée d'intervenir et partant perpétrer des massacres à grande échelle. Là, je termine en posant une question, pourquoi le choix de l'Arvan et TLFM? Moi, je vois d'abord la figure et la voix de Farman Soumer, c'est-à-dire la voix de la souveraineté de la Kabylie, du refus du colonialisme, du refus du despotisme. Et lorsqu'on se penche sur l'histoire de la Kabylie, on voit que tous les soubresauts sont conditionnés par le rejet de la tyrannie. Il y a aussi la figure de l'architecte en chef du Congrès de la Souma, Ma'aban al-Wadad. Donc, deux symboles historiques qui pèsent lourdement sur l'orientation politique et idéologique du régime algérien. On est arrivé alors à ce que l'on demande à la Kabylie de s'excuser de ce qu'elle n'a pas fait. On est arrivé à prononcer des condamnations surréalistes dont les avocats vous parleront plus amplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette intervention et ce résumé du climat actuel en Kabylie et aussi de tout ce qui s'est passé auparavant depuis la crise périodiste, si j'ai bien suivi. Donc maintenant, nous allons passer à Maître Atman Selem, qui est avocat, qui a exercé pendant des années en Kabylie et qui était présent lors des incendies de la Kabylie et aussi a suivi le côté technique du procès de Jemal Ben Ismaïl dont le thème aujourd'hui c'est est-ce que c'est un procès politique? C'est une question. Merci. Avant de merci d'avoir répondu favorable à l'invitation de la Ligue kabyle des droits de l'homme. Merci, M. Labah, pour l'introduction. Est-ce que c'est un procès politique?